Bonjour à tous. Permettez-moi de vous présenter tout d'abord mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021. Espérons qu'elle ne soit pas aussi catastrophique que l'année 2020. C'est tout ce que je peux souhaiter à chacun d'entre vous. Partons maintenant en compagnie d'une grande dame qui était Christiane Desroches-Noblecourt. Résumer la vie de la femme exceptionnelle que fut Christiane Desroches-Noblecourt, adulée par le grand public, parfois décriée par ses pairs, n'est pas chose aisée. Lors de cette conférence, j'aborderai les grandes étapes de sa vie, avec un œil d'égyptologue, agrémenté de récits et d'anecdotes parfois peu connues, mettant l'accent sur les moments importants qui ont fait d'elle l'une des égyptologues les plus connues du monde entier. La vie de Christiane Desroches-Noblecourt débute le 17 novembre 1913 à Paris. Elle est issue d'une famille bourgeoise dont le père est avocat et la mère une des premières femmes à obtenir une licence de lettres classique à la Sorbonne. Christiane va suivre l'exemple d'une mère bousculant l'ordre établi, enchaînant les premières tout au long de sa vie. Elle a 9 ans quand la tombe de Toutankhamon est découverte, et cet événement marque le début de la passion de cette jeune fille pour l'égyptologie. Vous avez sous les yeux 4 photos, 2 en noir et blanc, 2 en couleur. Vous voyez que celle en couleur à chaque fois est identique à celle en noir et blanc, pour la bonne et simple raison que une vingtaine de photos d'Harry Burton ont été colorisées par la société Dynamichrome en 2015 lors d'une exposition à New York. Il a quand même fallu 700 heures de travail pour que nous voyions la tombe de Toutankhamon avec les mêmes yeux qu'Howard Carter et Harry Burton en 1922. Sa promenade préférée, aller en compagnie de son grand-père, place de la Concorde, admirer les hiéroglyphes gravés sur l'obélisque de granit rose. Elle accomplit ses études secondaires au lycée Molière et décide de devenir égyptologue. Elle suit alors les cours du chanoine Étienne Brioton à l'école du Louvre et soutient sa thèse en 1935 sur l'habitation civile égyptienne. Parallèlement, elle prépare une thèse de philologie à l'école pratique des hautes études, donc un bâtiment qui se situe à la Sorbonne, d'où la vue de la Sorbonne, avec Gustave Lefebvre sur la grammaire des inscriptions du tombeau de Pétosiris. Pétosiris était un grand prêtre de Thoth à Hermopolis et il a vécu à la 30e dynastie, c'est-à-dire à la fin de cette civilisation pharaonique. Donc elle soutient cette thèse en 1937. Dès cette époque, elle est chargée de mission au Louvre et envoyée pour 3 mois en mission en Égypte. Nous la rencontrons ici, donc elle est au milieu sur cette photo, donc à Edfou, dans le désert à Edfou. Elle voyage bien évidemment à ce moment-là sur le bateau qui s'appelle le Champollion. Première femme nommée au poste de pensionnaire de l'IFAO en 1938, à l'âge de 23 ans. Elle reste en Égypte jusqu'en mai 40. Ses pairs crient au scandale. Une femme ? On n'a jamais vu ça. Le Figaro, Madame, nous donne cet extrait qu'il était impossible qu'une femme puisse vivre sur un chantier de fouilles où les conditions d'existence seraient trop dures pour son frêle organisme, mais surtout puisse appartenir à leur cénacle. Ils vinrent en délégation demander tout bonnement au directeur de l'IFAO d'annuler ma nomination auprès de la direction de l'enseignement supérieur. Mais Pierre Jouguet la maintient à son poste. C'est assez difficile effectivement de s'imposer dans un monde d'hommes, puisque à cette époque-là, à l'IFAO, il n'y avait aucune femme.
Elle reste 2 ans à l'IFAO, mais doit revenir au Louvre en juin 1940 à cause de la situation internationale. Le Louvre, pendant la guerre, est relativement calme en apparence pour masquer les travaux souterrains, on va dire, de déplacement des œuvres qui va se faire petit à petit. Donc voici quelques extraits des archives des musées nationaux, nous parlons de cette période. Donc 1940, 18 septembre, poursuite des travaux d'aménagement des vitrines murales du département. 1940, 26 octobre, mise en place d'une glace pour la protection postérieure du mastaba. Bien sûr, je vous ai choisi des extraits en rapport avec le département égyptien. 1940, 24 décembre, Jaugeard propose à Christiane Desroches de tenir ses cours à l'école du Louvre du 2 janvier à début juin et d'en changer l'horaire. Donc c'est vraiment un semblant de vie normale qui perdure durant toute l'année 1940 et les premiers mois de l'année 1941. Ainsi, aucun soupçon ne se porte sur les conservateurs du Louvre de faire autre chose que leur travail habituel. Et pourtant, un balai de caisses commence. Les œuvres les plus importantes de chaque département vont bientôt quitter Paris. Madame Noblecourt s'enrôle dans la Résistance et participe donc à la mise à l'abri des objets égyptiens du département du musée du Louvre dans le sud-ouest de la France. 1941, 13 janvier, interrogation sur l'ordre d'évacuation des caisses dans le dépôt de Saint-Blancard. Toujours en 1941, 13 février, objet en dépôt au musée de Dijon. 1942, 9 septembre, vérification d'une dizaine de caisses au dépôt du château de Courtalin. Donc les objets égyptiens sont dispatchés un petit peu partout pour éviter que s'il y avait un château pris pour cible, tous les objets ne disparaissent d'un coup. 1942, 20 février, acquisition à M. Domergue d'une statuette de Besse en terre émaillée bleu-vert et d'un fragment de tête saïte en basalte vert. Donc on voit que la vie continue pendant la guerre. Et donc celle-ci se termine bien sûr en 1945, mais déjà en 1944, les conservateurs découvrent un certain nombre de dégâts, et notamment dans la crypte d'Osiris que vous avez sous les yeux, causée par l'humidité et du manque d'entretien de ces lieux. Christiane reprend son poste en tant qu'assistante de conservation. Après la guerre, elle reprend son travail sur le terrain. Donc là, je vous ai mis un extrait d'une photo où elle est en train de recopier un bas-relief se trouvant à Deir el-Médine. La photo date de 1938, mais elle a repris ce type de travail après 1945. Elle est promue conservateur 12 ans plus tard, en 1957. Nous passons maintenant au sauvetage des temples de Nubie, où Christiane Desroches-Noblecourt va avoir une part très active. En 1955, Nasser demande, pour des raisons économiques, des crédits aux États-Unis et à la Grande-Bretagne afin de construire un nouveau barrage. Ces derniers refusent. Pour se venger, il nationalise la Compagnie universelle du canal de Suez en juillet 1956, et ceci entraîne bien sûr la guerre avec Israël, la France et la Grande-Bretagne, qui ne durera que quelques jours, comme tout le monde sait, et elle est stoppée par les États-Unis et l'URSS pour évidemment éviter que cela ne dégénère en conflit international.
Mais bien sûr, ceci renforce la position de Nasser qui se rapproche de l'URSS. Cette crise provoque un séisme dans le monde égyptologique français, puisque tous les postes clés de l'égyptologie en Égypte étaient détenus par des Français, et on demande évidemment aux Français de quitter ces postes, de plier bagages, et tous ces postes sont récupérés par des Égyptiens, ce qui aurait d'ailleurs dû se faire depuis un certain temps. Mais bon. Finalement, le deuxième barrage égyptien, le Sad El Haali, fut construit de 1957 à 1970 en amont du premier par Nasser, aidé de l'Union soviétique, implantant ainsi une centrale hydroélectrique. Cet ouvrage est haut de 111 mètres et long de 4 km, mais le problème est qu'il va générer un immense lac, le lac Nasser, de 500 km de long pour 10 à 30 km de large suivant les endroits. Et ce barrage permet de surélever le niveau du lac de retenue à 182 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il va avoir, alors voici le lac Nasser. Il va avoir une production électrique équivalente quand même à 2 centrales nucléaires. Donc on imagine aisément l'enjeu économique pour l'Égypte à ce moment-là. Donc voici des détails du haut barrage, et vous avez sur l'image du dessous le fameux projet Toshka qui avait l'ambition de récupérer l'eau dans le lac Nasser à l'aide de pompes de relevage pour créer une seconde vallée du Nil. Tout ceci est plus ou moins arrêté, mais continue petit à petit. Il y a quand même déjà, si je me souviens bien, environ 200 à 300 km de canaux de réaliser et mis en eau pour commencer cette seconde vallée du Nil. La construction de ce barrage allait permettre à l'Égypte de rentrer dans l'ère moderne, de nourrir sa population correctement, de réguler la navigation sur le Nil, puisque les crues donc s'arrêtent, mais ce barrage allait aussi entraîner l'anéantissement irrémédiable de sites magnifiques renfermant les monuments de la Nubie égyptienne entre la première et la deuxième cataracte. Après la construction du premier barrage, de nombreux sites furent menacés. En effet, au moment de l'hiver, certains monuments avaient les pieds dans l'eau, et ce phénomène n'a fait que s'accentuer durant les 2 surélévations successives du premier barrage d'Assouan, jusqu'à 120 mètres au-dessus du niveau de la mer, et certains monuments n'apparaissaient plus que pendant 10 semaines l'été. Lorsque Nasser commença à parler d'un second barrage, il était certain que tous les sites déjà menacés finiraient sous les eaux. Vous avez une carte ici qui a été donc établie par Christian Desroches-Noblecourt et qui vous montre ce lac Nasser et tous les sites qui ont été engloutis par le lac Nasser, tous les points qui sont à l'intérieur des eaux vous montrent donc ces sites. Certains ont été déplacés, certains monuments ont été déplacés. Nous allons y revenir. Pour prévenir cette catastrophe justement de monuments engloutis par les eaux, l'UNESCO sert d'intermédiaire pour donner des concessions de fouilles à différents pays afin d'effectuer le plus de fouilles de sauvetage possible. Parallèlement, Madame Noblecourt fut mandatée par l'UNESCO auprès du gouvernement égyptien afin de créer un organisme permettant de coordonner les fouilles de sauvetage. Le CEDAE est le centre égyptien de documentation et d'études sur l'histoire de l'art et de la civilisation de l'Égypte ancienne, et il voit le jour en 1955, nom qui sera légèrement modifié d'ailleurs par la suite en centre d'études et de documentation
sur l'Égypte ancienne, le fameux Sédaï. Constitué d'archéologues, d'architectes des monuments, de dessinateurs, de photographes franco-égyptiens, il fut déterminant pour pratiquer des relevés systématiques de tous les temples de Nubie, les membres scientifiques se déplaçant dans une grande péniche aménagée pour pouvoir rester plusieurs mois sur place. C'est le fameux bateau laboratoire nommé Hathor, dont vous avez un détail sous les yeux. Lors de ces relevés, de nouvelles techniques comme la photogrammétrie virent le jour. En avril 1956, sous l'impulsion de Christiane Desroches-Noblecourt, le Comité international pour les monuments, les sites d'art et les fouilles archéologiques recommande à l'UNESCO de lancer un appel pour le sauvetage de ces monuments. Mais la crise de Suez, qui éclate quelques mois plus tard, empêche l'UNESCO de donner suite à cette recommandation. En 1957, au Conseil exécutif de l'organisation, le représentant de l'Égypte, M. Awad, prône la mise en place d'une aide internationale pour le sauvetage des monuments de Nubie, mais sans succès. La conjoncture politique y est alors défavorable dans le contexte de la guerre d'Algérie et des conséquences de l'expédition franco-britannique à Suez. À la suite de cette expédition, qui a beaucoup nui aux relations franco-égyptiennes, les fonctionnaires de l'UNESCO présents en Égypte ont été assignés à résidence, puis évacués en Crète par l'ONU. Les actions de l'UNESCO en Égypte sont interrompues. Seule Christiane Desroches-Noblecourt poursuit ses travaux au Caire. On la voit ici à Daqa, l'un des temples de Nubie, évidemment au début des opérations de sauvetage. Elle connaît cependant des dissensions importantes avec l'égyptologue égyptien Ahmed Badawi, nommé administrateur général du CEDAE, et avec le directeur de l'IFAO, Jean Sainte-Phare-Garneau. Le règlement du sort des monuments de Nubie se fait donc lentement et après beaucoup d'incertitudes et de problèmes, et grâce aux efforts de Christiane Desroches-Noblecourt qui s'emploie activement à convaincre le gouvernement égyptien et les fonctionnaires de l'UNESCO. En avril 1959, sur les conseils de Madame Noblecourt, Sarwat Okasha, le ministre de la Culture égyptien, adresse au directeur général de l'UNESCO, Vitorino Veronese, une demande pour que cette institution internationale devienne l'intermédiaire officiel pour obtenir une aide internationale scientifique et technique de grande envergure afin de déplacer les monuments de Nubie susceptibles de l'être et d'intensifier les relevés documentaires pour ceux impossibles à déplacer. Le gouvernement égyptien offre de céder une partie aux parties qui auront effectué des fouilles dans la zone menacée, au moins la moitié des produits de leurs fouilles, et se déclare prêt à céder certains temples et une collection d'antiquités. Vitorino Veronese, conseillé par le français René Maheu, qui était professeur donc, de philosophie et qui a été directeur général de l'UNESCO à ce moment-là. Donc Vitorino Veronese est favorable à une telle entreprise et accepte. Okasha Maheu et Madame Noblecourt, qui jouent le rôle d'intermédiaire entre les deux hommes, sont les trois personnalités qui, par leur motivation pour ce projet, ont joué un rôle moteur pour en permettre la réalisation malgré tous les obstacles politiques. L'UNESCO réunit en octobre 1959 un groupe d'experts international qui dresse des listes de priorités pour les monuments à sauvegarder, en plaçant en premier Abou Simbel et Philae, affirmant que leur disparition serait une perte irréparable
pour le patrimoine culturel de l'humanité. Puis, le 8 mars 1960, le directeur de l'UNESCO, M. Véronèse, lança un appel solennel à toutes les nations pour sauver les monuments de Nubie lors d'une séance présidée par André Malraux qui donna immédiatement une réponse favorable appelant à un devoir de solidarité internationale. Peu après, Christiane Desroches-Leblecourt contribue elle-même par des négociations avec Sarwat Okacha à la reprise des relations diplomatiques entre la France et l'Égypte au moyen d'une large subvention de la France à la campagne et de l'acceptation du gouvernement égyptien de dégeler l'argent des Français spoliés et de le mettre à la disposition de la sauvegarde des monuments. Vous voyez ici Christiane Desroches donc, à Abou Simbel sur les échafaudages permettant le déplacement de ces monuments. Les ingénieurs de cette vaste entreprise étaient essentiellement français, allemands, italiens, suédois et égyptiens, mais 50 pays vont répondre à l'appel lancé par M. Véronèse. Aujourd'hui, le site archéologique d'Abou Simbel se situe à 64 mètres au-dessus de son niveau d'origine, donc grâce au travail de l'UNESCO. Vous avez sous les yeux justement la digue qui a été établie pour essayer de lutter contre le temps, puisque le lac se remplissait pendant que les travaux de démontage des temples d'Abou Simbel s'effectuaient. Donc ça a été vraiment une course contre la montre pour arriver à remonter ces temples en temps et en heure. Commencés en 1965, les travaux de découpage et de remontage ne se terminèrent qu'en 1968. Le but, reconstruire un identique spéos, y compris l'orientation du spéos de Ramsès par rapport au soleil levant. Il a fallu bien sûr protéger, alors je vais vous laisser là-dessus, donc protéger les spéos en créant une digue provisoire, la fameuse digue dont je vous parlais, faisait quand même 350 mètres de long, et donc les blocs ont été découpés sur lit de sable pour évidemment protéger leur chute, et remontés ensuite sur une colline créée de toutes pièces, qui était en fait une superstructure en béton habillée de grès pour maquiller bien sûr cette montagne artificielle. Et le budget de cette opération s'est quand même élevé à 42 millions de dollars, ce qui n'est pas rien. Donc vous voyez le découpage ici des monuments pour être remontés 64 mètres plus haut. L'histoire du temple d'Amada est directement liée à Madame Leblecourt, puisqu'après s'être engagée pour la France auprès des responsables égyptiens, elle dut s'expliquer avec le général de Gaulle, puisqu'elle s'était engagée pour la France sans l'aval du général de Gaulle, mais étant donné qu'elle avait œuvré auprès du général de Gaulle pendant la guerre, elle a su se montrer convaincante pour qu'il lâche du lest et surtout des millions pour transférer ce petit temple d'Amada sur rail à quelques mètres plus loin pour le sauver. Et donc elle obtient un gain de cause et sauva ce petit chef-d'œuvre de la 18e dynastie. Donc vous avez ici un détail. Et voici j'aurais dû vous mettre la photo avant, excusez-moi, le temple d'Abou Simbel, donc remonté à 64 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est une maquette qui est aujourd'hui au musée d'Assouan.
C'est grâce au sauvetage des temples de Nubie qu'est née la notion de patrimoine mondial, et c'est en grande partie grâce à l'énergie et à la ténacité de Christiane Desroches-Noblecourt, André Maheu et Sarwa Tokacha que cette opération a pu avoir lieu. La France reçut en 1972 un superbe buste d'Akhenaton en remerciement de sa contribution au sauvetage. On nous avait proposé un monument, mais étant donné que la France possédait déjà la chapelle du Mastaba d'Aret-Tétep, mais qu'elle ne possédait rien de la période des débuts du règne d'Akhenaton, donc elle a préféré obtenir ce buste-ci. Passons maintenant à la période où elle va devenir conservateur en chef. Donc elle devient le 9e conservateur en chef du département des antiquités égyptiennes à partir de 1973, après la mort de Jacques Vendier, et c'est la première femme à accéder à cette fonction qu'elle exerça jusqu'en 1982. La pierre de Rosette est indissociable de l'histoire de Champollion. Vous l'avez bien sûr tous reconnu. Et Champollion, bien sûr, c'est le Louvre. Donc en 1938, il y a eu un don du British Museum du moulage de la pierre de Rosette, enfin d'un des moulages de la pierre de Rosette, moulage qui se trouve aujourd'hui au musée de Salon. Et donc la France, évidemment, ne possédait rien d'autre qu'un moulage. En 1972, Madame Noblecourt prépare activement le 150e anniversaire de la découverte des hiéroglyphes par Champollion. Elle avait entrepris de réaménager la galerie Henri IV pour présenter pour la première fois la pierre de Rosette. Vous avez sous les yeux la galerie Henri IV. Mais elle se lançait dans une entreprise qui paraissait vouée à l'échec, puisque Jean Leclan et le Louvre avaient déjà entrepris de demander le prêt de la pierre de Rosette, mais sans succès. Les Anglais avaient trop peur qu'on ne leur rende pas la pierre de Rosette, donc ils ne voulaient pas la laisser partir. Ayant aidé le British Museum à acquérir Toutankhamon harponneur lors de l'exposition pour le 50aire de la découverte de la tombe de Toutankhamon, le British Museum rendit l'appareil à Madame Noblecourt et prêta la pierre de Rosette. C'est la seule fois où la pierre quitta l'Angleterre pour une exposition et trôna donc au milieu de la salle Henri IV. L'événement, dont un communiqué fut émis par le Louvre le 17 octobre 1972, fut commémoré par la Poste, donc quelques jours avant, avec un timbre de Champollion dessiné et gravé par Claude Durins à partir du portrait peint en 1831 par Léon Coignet, l'année donc où il est devenu professeur au Collège de France. Encore une première à l'actif de Christiane Desroches-Noblecourt. Nous allons nous intéresser à 2 expositions qui ont été supervisées sous son mandat et qui ont eu un retentissement international. Donc 2 expositions absolument extraordinaires. Elle organise donc ces 2 expositions majeures, celle de Toutankhamon en 1967 et celle de Ramsès II en 1976. Elle explique comment elle a procédé pour choisir les objets. Une de mes idées les plus chères en matière de muséologie consistait à ne pas simplement exposer des objets pour le plaisir d'une contemplation esthétique ou d'informations ponctuelles, mais à se servir de ces mêmes témoins portant en eux leur message propre pour illustrer un terme précis. Donc ce que nous explique Madame Noblecourt, c'est qu'elle ne va pas se cantonner à exposer des objets datant de la même période. Par exemple, pour l'exposition Toutankhamon
Normalement, on ne devrait trouver des objets que de l'époque de Toutankhamon, mais en fait, elle va utiliser des objets d'autres époques pour illustrer un thème et qui vont venir compléter ces expositions. Commençons par l'exposition Toutankhamon en 1967. Cette exposition, baptisée Toutankhamon et son temps, a pu avoir lieu après le rapprochement diplomatique entre les deux pays à partir de 1962, au moment de l'initiative du sauvetage des temples de Nubie. Les fouilles françaises reprennent alors et en 1966, André Malraux pose les bases d'un accord culturel et technique avec l'Égypte pour le sauvetage de ces temples. Pour le remercier, l'Égypte accepte qu'une exposition sur Toutankhamon ait lieu à Paris, surtout qu'il y avait eu, entre 1961 et 1963, une exposition itinérante sur le même thème qui parcourut 18 musées américains, le premier étant la National Art Gallery de Washington, 6 musées canadiens et un musée japonais en 1965. Elle avait été organisée, donc cette exposition itinérante avait été organisée sous l'égide de Jackie Kennedy pour inciter les donateurs au sauvetage des temples de Nubie. 31 objets de cette tombe sortirent d'Égypte pour la première fois, mais il s'agissait d'objets souvent de dimensions modestes, comme ce poignard à lame d'or de Toutankhamon et son fourreau, particulièrement remarquable au niveau de la technique, avec donc ce ciselé des animaux qui est vraiment particulièrement remarquable. Et surtout la granulation. Granulation, c'est une technique qui vient des Sumériens et qui était très très peu utilisée en Égypte. Une technique très compliquée, la granulation. Donc il y avait également les insignes de la royauté, un couvercle de canope à l'effigie de Toutankhamon, etc. Et le masque funéraire de Toutankhamon, apparu pour la première fois à l'exposition du Japon, au Japon en 1965. Une fois l'accord de principe obtenu pour la France, Madame Noblecourt sélectionna et négocia 32 objets sur les 5398 de la tombe. Les objets avaient été choisis dans tous les thèmes présents dans cette tombe. Certains objets majeurs, comme le masque funéraire, sortaient pour la deuxième fois et non pour la première fois comme avancé à cette époque, mais tout le monde oublie cette exposition itinérante et notamment celle qui eut lieu au Japon. Le masque funéraire de Toutankhamon ne quittera plus l'Égypte après l'exposition de 1967. Deux statues fragmentaires de ce roi s'ajoutaient aux objets de la tombe et s'y côtoyaient donc des objets emblématiques comme l'un des vases canopes momiformes et un bouchon de canope en calcite du roi que vous avez ici sous les yeux, avec cette reconstitution qui vous montre cet enchevêtrement de coffrets canopes et de vases canopes comme des poupées russes, avec un coffret canope en bois doré avec armature, puis à l'intérieur un coffret canope en calcite, à l'intérieur duquel se trouvaient des vases canopes en calcite avec des bouchons à l'effigie de Toutankhamon, mais pas que, puisque tous les bouchons n'ont pas exactement la même tête. Je ne vais pas y revenir aujourd'hui et revenir dessus aujourd'hui. Et à l'intérieur de ces vases canopes en calcite, il y avait ces vases canopes momiformes qui renfermaient les viscères du roi. Donc à côté de ces objets emblématiques
de l'exposition qui étaient proprement funéraires, s'ajoutaient d'autres objets proprement funéraires. Si je vous donne un détail de cette exposition, c'est pour vous montrer comment Christiane Desroches-Noblecourt a choisi ces objets, quels sont les thèmes qu'elle a abordés. Donc il y avait également un Ushepti, un lit funéraire représentant la vache à tort, un sarcophage miniature qui se trouve ici au centre avec deux oiseaux bas donc protégeant Toutankhamon, et également un chevet à l'effigie du dieu Chou avec les deux lions également que représentent Chou et Tefnut de chaque côté. Il y avait parmi cette exposition l'une des statues dites gardiennes de Toutankhamon, dite improprement d'ailleurs gardienne de Toutankhamon, celle qui était coiffée du rat, c'est-à-dire qui se trouvait au sud-ouest de l'antichambre. Il y avait également des insignes de la royauté, donc autre thème, un thème proprement royal, des insignes de la royauté, le flagellum et Nerara et le sceptre écate, ainsi qu'un éventail. Vous savez que l'éventail, c'est le symbole royal. Donc, elle avait donc réussi à faire sortir aussi cet éventail. Et puis des objets d'apparat, comme ces boucles d'oreilles au canard, ici, son pectoral au babouin. Donc, en fait, c'est au toth lunaire, hein, ce pectoral qui est appelé pectoral au babouin. Donc, son collier représentant la déesse Nerbet, et donc les deux poignards, dont l'un est à lame en fer météoritique, qui provenait certainement du désert libyque. Il y avait en dernier thème des objets émouvants évoquant la vie quotidienne de Toutankhamon, comme une palette de scribe au nom de sa demi-sœur aînée Méritatone, mais encore le fauteuil de Toutankhamon enfant, ou alors un boomerang cérémoniel, et enfin une trompette que vous avez sous les yeux. Il y avait deux trompettes, une en argent et une en bois, incrustées de pierres semi-précieuses. Et à ces objets s'ajoutaient une quinzaine d'autres illustrant les différents thèmes. Une assurance de 100 millions de francs est souscrite et la France s'engage bien sûr à restaurer toute pièce détériorée. L'inauguration a lieu au Petit Palais le 17 février 1967 en présence de M. Fouché, ministre de l'Éducation nationale, d'André Malraux, ministre d'État chargé des Affaires culturelles, et du docteur Sarwat Okasha, donc vice-premier ministre égyptien chargé de la culture. Vous les avez donc ici, premier plan, en compagnie de Madame Noblecourt. André Malraux a prononcé ce jour-là une phrase merveilleuse. Ce que l'Égypte a cherché dans la mort, c'est justement la suppression de la mort. Je remercie au nom de la France l'Égypte qui, la première, a inventé l'éternité. Le 9 mai, la visite protocolaire du général de Gaulle devait durer 20 minutes. Il restera 2 heures, fasciné par les explications de Madame Noblecourt. L'exposition ferme le 31 août après avoir accueilli 1,2 million de visiteurs, et les bénéfices de l'exposition sont reversés, comme convenu avec l'UNESCO, pour la restauration des temples de Nubie, qui, bien sûr, se fera quelque temps après. Nous allons passer maintenant à
l'exposition de Ramsès II en 1976 et ses multiples rebondissements. « 72 chefs-d'œuvre avaient été choisis par Christiane Desroches-Noblecourt pour figurer à l'exposition située au Grand Palais. La tête de Touy, trouvée par l'équipe de Madame Noblecourt dans sa tombe de la Vallée des Reines en mars 1973, se trouvait parmi cette exposition, j'aurai l'occasion d'y revenir. L'un des chars de Toutankhamon, qui sortait pour la première fois d'Égypte, et la dernière d'ailleurs, et qui servait à illustrer les nombreuses campagnes militaires de Ramsès II, notamment la bataille de Kadesh. La Reine Blanche, qui est en fait qui est le surnom d'un buste de Méritamone, la fille aînée de Ramsès II, était également présente, ainsi que le célèbre sarcophage de la dame Isis, qui datait également de la même période, provenait donc de la tombe du complexe de Seyne-et-Djem à Der el-Médineh, puisque c'est une tombe, en fait, un complexe renfermant plusieurs tombes de la même famille, ou encore la chaise de Seyne-et-Djem également, qui était présent dans cette exposition. Au moment du montage de l'exposition, Madame Noblecourt se demande si ce ne serait pas l'occasion de faire venir la momie de ce grand pharaon. Elle imagine très bien la dépouille embaumée du pharaon à Paris. Elle explique: « Je l'aurais exposé seule dans la dernière salle, à 8 mètres de distance du public, dans un éclairage doré, où l'on aurait vu apparaître que la figure de cet homme qui dort. » Seulement, le peuple égyptien s'offusque de la demande de Madame Noblecourt. Et il rétorque: « Ô notre grand ancêtre Ramsès II, ô héros de Kadesh, lève-toi de ta couche du musée égyptien et dégaine, toi et tes armées, les épées pour arrêter les doigts qui cherchent à tâtons leur chemin en silence vers ton corps qui repose dans la gloire, pour faire de ta momie un colis à expédier par avion à une exposition de Paris. Ô notre grand ancêtre, la France amie a demandé... Bon, je n'ai pas changé ça. Il y a une faute, excusez-moi. Donc la France amie a demandé à faire ta connaissance de près. Puis elle a demandé ton char de guerre qui n'était sorti pour personne auparavant. » Alors là, il se trompe un petit peu puisque c'est celui de Toutankhamon, mais enfin bon. « Rappelons que les héros des combats d'octobre sont les descendants des héros des combats de Kadesh. Et nous demandons, le peuple français ami, permettrait-il qu'on expose les restes de Napoléon, en Égypte bien sûr, les restes de Napoléon, malgré la grande distance entre toi, Ramsès et lui. » Donc effectivement, les Égyptiens ne sont pas contents du tout de cette demande de Madame Noblecourt, surtout que quelque temps auparavant, le docteur Bucaille, médecin français de la famille d'Anwar el-Sadat, avait eu l'opportunité d'examiner plusieurs momies qui se dégradaient rapidement, dont celle de Ramsès II, et avait demandé de fermer au public la salle des momies. Donc la demande de Madame Noblecourt est bien sûr rejetée. Finalement, grâce à sa ténacité, elle œuvra entre Valéry Giscard d'Estaing et Anwar el-Sadat, et il fut décidé d'autres examens complémentaires par Lionel Balloux, éminent préhistorien et administrateur du Musée de l'Homme, pour trouver une solution à la dégradation des momies. Après un examen approfondi de la momie de Ramsès II, il était évident qu'elle ne pouvait être exposée. Cependant, il fallait pratiquer d'autres examens pour trouver le remède approprié et traiter la momie. Par l'intermédiaire de Gamal Mokhtar, directeur du service des antiquités de l'époque, Sadat accepta donc de laisser partir Ramsès en France. Une fois le mal connu et enrayé, la momie sauvée, le même remède
pourrait être appliquée aux autres momies, se dégradant de la même manière dans celle d'Amenhotep II. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque pour comprendre que la décision de Sadat était révolutionnaire. La France n'était pas en odeur de sainteté en Égypte depuis l'affaire du canal de Suez 20 ans plus tôt. Malgré la reprise des relations diplomatiques en 1963, une défiance animait encore les Égyptiens à l'égard des Français. Madame Lecourt s'occupe alors de la venue de Ramsès II et fait le lien entre les autorités égyptiennes et les autorités françaises, pendant que Christian Leblanc s'occupe de toutes les démarches administratives et pratiques au Caire. Comment transporter la momie le mieux possible, surtout. C'est le plus important. Ainsi, Madame Noblecourt est conviée à une première réunion avec un conseiller diplomatique de l'Élysée et Valéry Giscard d'Estaing. Donc, ce que je vais vous raconter maintenant m'a été raconté par ce fameux conseiller diplomatique que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques années. Et donc, ce conseiller a expliqué à Valéry Giscard d'Estaing que dans le protocole diplomatique, un chef d'État étranger devait être reçu avec tous les honneurs dus à son rang. Valéry Giscard d'Estaing lui rétorqua alors que Ramsès II était mort et que donc le protocole n'avait pas à s'appliquer. Seulement, dans les textes, il n'est pas spécifié que le chef d'État doit être vivant. Donc, Valéry Giscard d'Estaing est obligé d'accepter que Ramsès II soit reçu avec tous les honneurs dus à son rang. Et évidemment, Madame Noblecourt jubile dans le bureau du président de la République. Donc, le 30 avril 1976, Ramsès II reçoit une lettre officielle de Valéry Giscard d'Estaing. La momie ne sera pas exposée, mais elle sera traitée. Et Valéry Giscard d'Estaing met à disposition de Ramsès un avion militaire pour l'occasion. Sadat accepte. Ramsès II quitte le musée du Caire le 25 septembre au soir, muni de son passeport, puisque c'était un chef d'État et il fallait qu'il ait son passeport, et il quitte l'Égypte le 26 septembre, emballé de papier de soie puis de papier d'aluminium, nous dit Robert Solé. Elle est calée avec de la mousse dans son sarcophage, fermé par une vitre de plexiglas. Madame Noblecourt suit le cortège jusqu'à l'aéroport et remarque que le commandant de l'escorte s'appelait aussi Ramsès. Il est accueilli à Paris par la garde républicaine, l'hymne national égyptien et français, et il est accueilli par le secrétaire d'État aux universités Alice Sonnet-Saïté. Après avoir croisé l'un de ces obélisques, place de la Concorde, qui était logique quand même de passer par là pour Ramsès II, l'illustre invité rejoignit le musée de l'Homme où le doyen Lionel Balou, entouré de nombreux confrères, avait pour honorable mission de le soigner. Après maints examens, il fut trouvé des champignons qui rongeaient le corps de Ramsès II. Il fut finalement sauvé grâce à une irradiation. Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là pour Madame Noblecourt et Christian Leblanc, puisque, une fois rentré chez lui, des micro-fissures apparurent dans la masse de l'altuglas qui le protégeait. Des rumeurs ont commencé à courir sur l'irradiation de la momie qui aurait pu provoquer ces fissures et sur le risque encouru de s'approcher d'elle. La presse se déchaîna contre Madame Noblecourt et Christian Leblanc. Heureusement, un spécialiste venu de Paris certifia que les micro-fissures ne pouvaient pas venir de l'irradiation, mais de la conception de la vitrine. L'altuglas qui avait été utilisé n'avait pas été coupé en panneaux puis collé, mais plié en une seule pièce, ce qui avait tout bonnement entraîné une forte contrainte du matériau, se traduisant par l'apparition de minuscules fissures que l'on voyait incluses dans l'épaisseur. L'affaire Ramsès II était définitivement close. En tout cas, le pensait-on.
L'exposition de Ramsès II, même sans sa présence en personne, eut un succès comparable à l'exposition de Toutankhamon, 1 200 000 visiteurs, ce qui était exceptionnel et qui reste exceptionnel encore aujourd'hui, puisque l'exposition Toutankhamon qui a eu lieu à l'été 2019 a accueilli à nouveau 1 200 000 visiteurs. Je crois même qu'ils ont dépassé ce chiffre d'1 200 000 visiteurs. Donc Toutankhamon, Ramsès II sont des noms emblématiques qui attirent les foules. Bien des années après cette exposition, nouveau rebondissement. Le 30 novembre 2006, la momie de Ramsès II défraie à nouveau la chronique. Christian Leblanc découvre qu'un internaute vend sur eBay des échantillons de cheveux de Ramsès entre 2 000 et 10 000 euros. C'est un certain Jean-Michel Diebold. Il précise que ces échantillons lui viennent de son père, décédé en 2001, les ayant analysés au CEA de Grenoble. Scandale bien légitime de la part de l'Égypte, évidemment, par l'intermédiaire de Zaïawas, qui demande des excuses à la France et la restitution immédiate des échantillons. Il faut dire que quand l'Égypte avait accepté que la momie vienne en France, il avait été précisé que personne ne devait prélever quoi que ce soit sur la momie. En fait, personne n'avait réclamé les échantillons conservés dans 17 pochettes, elles-mêmes placées dans une boîte portant la mention Ramsès II 1977. Et son fils les avait même apportés en classe au moment où il avait étudié l'Égypte. Et lorsque son père est décédé, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais son père en fait était l'un des chercheurs qui est intervenu sur la momie de Ramsès II en 1977. Et donc lorsque son père est décédé, il a conservé cette boîte, puis apprenant qu'un collectionneur américain achetait des cheveux de personnalités à des prix très élevés, environ 150 000 $ pour une mèche de cheveux d'Abraham Lincoln, par exemple, il lui propose les mèches de cheveux de Ramsès. Mais il n'est pas pris au sérieux. C'est comme ça qu'il décide de mettre les échantillons en vente sur Internet. Dépassé par les événements, il présenta ses excuses à l'Égypte et les échantillons sont aujourd'hui retournés auprès de Ramsès II. Pendant cette affaire-là, Madame Noblecourt et Christian Leblanc furent inquiétés, bien sûr, puisque c'est eux qui avaient supervisé les opérations de la venue de Ramsès en France. Heureusement, tout s'est bien terminé. Je terminerai cette conférence par la vie de Christiane Desroches-Noblecourt en fouille, donc surtout ses chantiers de fouilles, puisqu'elle a dirigé plusieurs chantiers de fouilles. Cette grande dame est également la première femme à diriger un chantier de fouilles en 1938 à Edfou. Quelques années plus tard, le sort de Karnak se joue en partie grâce à elle, puisque depuis le XIXe siècle, des égyptologues et architectes français s'occupaient de redonner vie au temple de Karnak, étant sous la houlette du directeur du service des antiquités, service dirigé alors par un Français. Vous avez sous les yeux l'intérieur du 3e pylône de Karnak. Ce sont des fouilles de Pierret, donc en 1925, et de Pillet, pardon, en 1925, et Maurice Pillet et Pillet, et on est en train d'extraire un énorme bloc qui est en fait une dalle de couverture d'une chapelle reposoir de barque qui se trouvait positionnée à l'intérieur donc, de ce 3e pylône. Plusieurs monuments avaient été démontés et avaient servi de blocage et de remplissage à l'intérieur de ce 3e pylône. Donc voici un bloc de couverture donc, similaire sorti de ce 3e pylône. Et
Donc, jusqu'à la crise de Suez, c'était le directeur du service des antiquités d'Égypte qui nommait les directeurs de Karnak qui supervisaient les fouilles. Donc après la crise de Suez, ce sont des égyptologues et architectes égyptiens qui occupèrent le poste de directeur des travaux de Karnak. Et afin de continuer le travail considérable entrepris depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, Madame Noblecourt a contribué à la fondation du Centre franco-égyptien de l'étude des temples de Karnak en 1967, qui fut la dernière pierre angulaire de l'égyptologie française, entérinée par les ministres de la Culture André Malraux et Sarwat Okasha. Donc voilà le CFETK, qui est le sigle de cet organisme, qui existe donc depuis 1967. Et pourquoi Madame Noblecourt a voulu reprendre cet organisme, c'était pour apporter des fonds, parce que l'Égypte n'avait pas suffisamment de fonds pour pouvoir mener à bien toutes ces fouilles et restaurations des temples de Karnak. Le CFETK deviendra une mission permanente du CNRS à partir de 1973. Donc, le CFETK fut coprésidé par Madame Noblecourt avec le directeur du service des antiquités, Gamal Eddin Mukhtar. Le premier directeur est Jean Laufray, aidé par Serge Sonneron. Parallèlement, à partir de 1966, elle associa le CNRS au CEDAE afin d'asseoir l'efficacité technique et financière des fouilles. Lorsque la mission nubienne s'est arrêtée, le CEDAE est désœuvré. Donc elle demande à pouvoir récupérer le CEDAE. Et donc ces deux entités, CNRS et CEDAE, vont à ce moment-là cohabiter pour d'importantes recherches à Thèbes Ouest. Il y a tout d'abord une recherche des graffitis dans la montagne thébaine qui ont amené à la découverte d'une industrie lithique et de la présence de l'Homo habilis en Égypte. Donc vous avez ici toute l'équipe qui œuvre donc pour cette recherche de graffitis. Depuis 1970, elle fouille et restaure les tombes de la vallée des Reines. Pour reconstituer l'histoire du site, explique-t-elle, il a fallu retrouver la surface antique et les sépultures disparues. Tout était englouti sous les gravats. Donc on la voit ici, donc en compagnie d'une partie de l'équipe, et elle est ici en compagnie de Christian Leblanc sur l'analyse d'une momie romaine de la tombe de Tanegemi. Il faut savoir que toutes les tombes de la vallée des Reines renfermaient des momies tardives et non des momies des reines et princesses de cette vallée qui pourraient aujourd'hui se trouver à nouveau dans une cachette royale que nous trouverons peut-être un jour. Donc, voici des détails de ces fouilles avec des restes de cartonnage ici sur la momie. En 1972, elle retrouve l'entrée de la tombe de Touy, mère de Ramsès II, perdue depuis sa découverte par Richard Lepsius au milieu du XIXe siècle et qui ne l'avait pas identifiée clairement. En 1973, un magnifique bouchon de canope fut retrouvé dans la tombe par Christian Leblanc, le fameux bouchon de canope qui se trouvait à l'exposition de 1976. C'est en 1984 qu'elle bénéficia d'un financement exceptionnel d'1 million de francs de Madame Germaine Ford de Maria pour mener à bien
le dégagement d'une soixantaine de tombes dans la vallée des Reines. Alors, je vais vous dire un petit mot sur Madame Ford de Maria, que vous voyez ici sous son parapluie. Elle épousa son premier amour, Reginald Ford, propriétaire de plusieurs centaines de cinémas dans le monde, créateur du premier réseau de salles de cinéma européen Cinéac. Et devenue veuve à 26 ans, elle rencontrera un peintre, Pierre de Maria, dont elle aura 2 enfants. Et à ses côtés, elle deviendra mécène très rapidement. La ville de Cannes lui doit la restauration de la chapelle Sainte-Anne, un don pour l'achat de peintures provençales pour le musée de la Castres et l'acquisition d'un fonds documentaire sur le cinéma aux grandes dames de l'Institut Lumière et de la Bibliothèque nationale d'ailleurs qui le convoitaient. Madame de Maria fit donc ce don d'1 million de francs à Madame Noblecourt pour ses fouilles. Elle fit parallèlement un même don d'1 million de francs à Israël pour fonder l'Institut israélien du film. Et comment Madame Noblecourt et Madame de Maria se sont rencontrées? La rencontre eut lieu grâce à François-Xavier Herry, amoureux de l'Égypte et amateur éclairé, qui était le dentiste de Madame de Maria. Il organisa un dîner mémorable chez lui, et à la fin de ce dîner, Madame de Maria voulait absolument faire quelque chose pour donc aider Madame Noblecourt dans ses fouilles archéologiques. Non, on va rester là-dessus. Donc, Madame Noblecourt explora et restaura avec Christian Leblanc, Monique Nelson et Guy Cuillot 100 sépultures. Et donc, grâce à Madame de Maria, que l'on voit ici en compagnie de Christian Leblanc et de Madame Noblecourt lors de son doctorat donc en 1987. Donc, grâce à Madame de Maria, le logement s'améliore, puisque l'équipe française va abandonner le bateau Lator au profit d'une maison de fouilles à Malgata. Alors là, vous voyez les fouilles de la vallée des Reines supervisées par Madame Noblecourt. Regardez le regard de l'ouvrier pour Madame Noblecourt. C'est absolument merveilleux. Et voici l'équipe donc qui quitte Lator pour loger donc dans cette nouvelle maison de fouilles de Malgata, dont on voit ici une photo aérienne. Cette maison de fouilles qui se trouve ici est en fait construite au milieu des ruines du palais d'Amenhotep III, les ruines de Malgata, qui prennent une grande partie de la photo sur cette vue aérienne avec ce lac du Bir Katabu que vous avez ici. Et c'est une maison en fait qui est construite par les Américains qui fouillent le palais de Malgata qui se trouve juste derrière. Donc voilà cette maison de fouilles de Malgata qui est aujourd'hui devenue une véritable oasis où nous logeons lors des fouilles de la mission française archéologique de Thèbes-Ouest. Et la chambre de Madame Noblecourt était au fond de ce patio. Et d'ailleurs, les fouilles ont
commencer cette année. Malheureusement, je ne pourrai pas y aller car elles ont dû être décalées à cause de la pandémie. À partir de 1973, Madame Noblecourt commence le nettoyage du temple des millions d'années de Ramsès II, mais ce n'est qu'à partir de 1989 que des travaux d'envergure commencèrent réellement. On la voit ici lors d'un de ses anniversaires, justement dans la salle à manger de Malkata, et ici en compagnie de plusieurs ouvriers au cœur du Ramesséum. Donc voilà le Ramesséum. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je tenais quand même à vous montrer une vue d'ensemble de ce monument. Donc, en 1980, parallèlement donc, aux fouilles de la vallée des Reines et aux fouilles qui commencent aussi dans le temple des millions d'années Ramsès II, le Louvre rouvre une concession dans le temple de Tod, concession qui était déjà française auparavant sous Fernand Bisson de la Roque. Fernand Bisson de la Roque qui avait découvert le trésor de Tod, dont une partie se trouve aujourd'hui au musée du Louvre. Et ce temple de Tod fait partie des 4 temples protégeant le nome de Thèbes, étant la demeure du dieu Montou. Et c'est donc ce temple-là, voici le dieu Montou, c'est ce temple-là qu'elle dirigea jusqu'en 1982. Donc en somme, elle mène de front 3 chantiers de fouilles jusqu'en 1982, la vallée des Reines, le Ramesséum et Tod, épaulés par une équipe soudée. Après 1982, étant à la retraite du musée du Louvre, elle cède la direction des fouilles de Tod à Jean-Louis de Sénival, mais continue à superviser les 2 autres chantiers en tant que directeur de recherche émérite au CNRS. On la voit ici en train de recoller un vase devant sa chambre à Malkata. Parce qu'à l'époque, on avait le droit d'emmener des objets l'après-midi dans la maison de fouilles pour les étudier, les restaurer, les recoller. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Tout reste sur le site et donc les photos sont prises sur place. Également, tout ce qu'il y a à faire sur l'objet, en fait, est fait sur place dans le temple. En 1989, tous les efforts se concentrent sur le Ramesséum, dont elle laisse la direction à Christian Leblanc en 1991. Aujourd'hui, ce chantier, qui comprend aussi la tombe de Ramsès II et les tombes des fonctionnaires du Ramesséum, est l'un des chantiers phares dirigés par une équipe française. Christiane Desroches-Noblecourt publie ses mémoires en 1992, La Grande Nubiade, le parcours d'une égyptologue, et elle publie également un certain nombre de livres que vous connaissez très certainement sur Ramsès II, sur Hatshepsut, j'en passe des meilleurs, hein, je ne vais pas énumérer ici toutes les publications de Madame Noblecourt. Donc celle que l'on appelait la Dame du Nil, ou alors Om Sinbel, ou la Grande Prêtresse, ou encore la Pharaon, s'est éteinte le 23 juin 2011 à l'âge de 97 ans. Cette femme pleine d'énergie avait le don de transmettre son savoir, comme ça, mine de rien. Elle a prodigué sa passion à des millions de gens et œuvré toute sa vie pour un rapprochement entre la France et l'Égypte et pour faire revivre cette immense civilisation. C'est dans ce but qu'elle avait intégré le CEDAE, organisme égyptien, aux fouilles françaises. C'est également dans ce but qu'elle avait fait partie
de la reprise de l'association France-Égypte en 1964 afin de permettre la diffusion de la culture des Born-Unines et la culture moderne dans la France entière. Femme qui savait faire face aux défis, elle a su faire appel à des chercheurs venant d'autres horizons, enrichissant par ce nécessaire besoin de pluridisciplinarité la recherche scientifique, ce qui lui valut la plus haute distinction du CNRS. Je vous remercie.